Bonjour à toutes et à tous, une vidéo pour attaquer la suite du cours et donc on repasse en géographie et on va s'intéresser dans ce quatrième chapitre au défi du nombre et du vieillissement. Donc c'est un chapitre en fait qui va parler un peu de la population. Pour qu'on se fixe bien un peu certaines bases, on va commencer par placer quelques repères sur la population mondiale, donc ça va être l'objet de la première partie qui va être assez rapide. Pour vous donner donc des repères sur la population mondiale. Et au passage, j'en profite pour placer la population française, puisqu'on s'en resservira plus tard. En 2019, dernière estimation effectuée par l'INED, c'est 7,7 milliards d'habitants dans le monde, sachant qu'en France, on est 67 millions de personnes. Ouais, donc ça, c'est vraiment le chiffre global à avoir en tête. Maintenant, pour se repérer un petit peu, premier élément important, c'est au niveau de la répartition de cette population, et voir que cette population, elle est justement inégalement répartie. Il n'y a pas une distribution équilibrée sur l'ensemble de la planète. On s'en rend bien compte quand on regarde une carte des densités. Donc densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc je vous en mets une ici. On remarque assez bien qu'il y a des zones qui sont, donc là elle est représentée sur un dégradé de bleu, hein. On voit bien qu'il y a des zones qui sont plutôt très bleues, très foncées, de plus en plus foncées, alors qu'il y a des zones au contraire qui sont quasiment pas, enfin grises quoi, quasiment pas, qui apparaissent presque pas. Ce que vous pouvez noter pour bien se rendre compte de ce que cette carte elle montre, c'est que 80% de la population, elle est répartie sur 16% de la surface de la planète. Donc on se rend à peu près compte hein, quand on voit la carte, mais voilà, le chiffre c'est celui-là, 80% de la population sur 16% de la surface. Et notamment, ce qu'on avait déjà un petit peu vu, hein, c'est qu'ils sont notamment, enfin les gens sont notamment concentrés plutôt sur les littoraux. Et alors si on détaille un petit peu, on remarque qu'il y a en fait ce qu'on appelle des foyers de peuplement. Donc foyers de peuplement, en fait, ce sont les zones où il y a beaucoup de gens, et notamment où il y a beaucoup de gens depuis longtemps. Il y en a trois principaux, hein, qui sont alors bon, l'Europe et une partie du bassin méditerranéen, en fait, l'Asie du Sud, le sous-continent indien, et également l'Asie de l'Est, notamment avec la Chine et le Japon, notamment la Chine de l'Est, hein, surtout. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des foyers de peuplement. Et c'est intéressant de se rendre compte que, en fait, ce sont des zones qui sont peuplées depuis très longtemps, depuis la préhistoire, et il y a vraiment une forte inertie hein, dans l'installation des êtres humains qui fait que ça se voit encore aujourd'hui en fait. Notamment, ça se voit hein, quand on regarde le continent, par exemple américain, qui a été vraiment peuplé massivement beaucoup plus tard, on voit qu'il est quand même moins densément peuplé. Et à l'inverse de ces espaces vraiment très faibles, très fortement peuplés, ces foyers de peuplement, alors il y en a des secondaires aussi, hein, mais je simplifie un peu, on a par exemple le golfe de Guinée ici, mais voilà. Vous avez aussi des espaces qui sont très faiblement peuplés, donc je les ai entourés rapidement, notamment le nord de l'Amérique du Nord, le nord de l'Eurasie, le désert du Sahara, l'Amazonie ou l'Australie, qui sont des zones, et on le voit assez bien sur cette carte, qui sont presque vides, entre guillemets, d'hommes. En tout cas, il y a très 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 peu de gens, et donc ça fait des densités vraiment très faibles. Voilà pour ce qui concerne la répartition de la population. Deuxième point que je voudrais aborder dans les repères, c'est l'évolution. Et ce qu'on va poser ici, c'est le fait qu'il y a eu une explosion démographique qui est en fait récente. Alors, récente, on va s'entendre tout de suite, c'est vraiment récente au sens du temps long de l'histoire humaine. Là, je vous mets un graphique qui vous montre l'évolution de la population, donc c'est des estimations, hein, depuis la préhistoire, enfin en tout cas de 10 000 avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près aujourd'hui, enfin jusqu'en 2000 quoi. Donc c'est un peu vieux pour de la géographie, mais vu le temps sur lequel on s'intéresse, ça va. Et donc ce que vous remarquez, c'est que pendant une très 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 grande partie de l'histoire humaine, donc l'échelle est en milliards d'habitants, on voit presque pas la courbe. Et à partir d'une période, bon là on va dire à peu près à partir de 2000 ans Jésus-Christ, on voit un petit peu la courbe se dessiner, on voit que ça augmente, mais ce qu'on remarque surtout, c'est une explosion vraiment qui se fait dans la période la plus récente de l'histoire, en fait. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que, premièrement, on a une très faible augmentation de la population humaine jusqu'à une période très récente. On pourrait dire même jusqu'au XVIIe siècle, en gros.
XVIIIe siècle. Ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est cette partie plus récente, là, qu'on voit sur la fin du graphique. Donc, il faut qu'on change de graphique pour comprendre un petit peu mieux, enfin, pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, hein. Je vous ai mis celui-là de votre manuel. Ce qu'on remarque, là, c'est à partir de 1900, c'est qu'il y a eu une explosion, vraiment, de la population mondiale, hein, même ne serait-ce qu'en... Déjà, cette barre-là, on voit, bon, c'est déjà une augmentation assez forte par rapport à ce qu'il y avait un peu avant, mais vraiment entre 1900 et bon là ça s'arrête en 2002, dans les années 2010 quoi, la population elle a augmenté vraiment très 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 sensiblement. En fait on a une multiplication par 4, donc vous avez noté premier temps il y a une très faible augmentation pendant le temps, deuxième chose à noter, il y a une explosion dans la période récente avec une multiplication par 4 de la population entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle, à peu près en un siècle. Ce qui est également intéressant sur ce graphique et qui se trouve sur beaucoup de graphiques en ce qui concerne la démographie, c'est que vous voyez que là on était en 2019, le graphique a été fait en 2019, enfin, avec des données de 2018 probablement, voilà. Vous avez ensuite une partie projection. Alors, la partie projection est toujours un petit peu incertaine, parce que les modèles sont... Enfin, c'est des modèles justement, on ne sait pas, hein, on n'est pas devin, mais on essaie de prédire avec ce qui s'est déjà passé comment ça va évoluer. Donc dernière chose qu'on peut rajouter ici, c'est que on estime que l'augmentation va se poursuivre, mais elle ralentit. Donc la population va continuer à augmenter, mais elle va ensuite, a priori, se stabiliser. Alors, la grande question, c'est quand et à combien, ça reste assez difficile à déterminer aujourd'hui. Je vous montre juste très rapidement, c'est un peu un détail, mais je trouve ça quand même intéressant. Ça, c'est des estimations. Donc jusqu'ici, c'est ce qu'on observe là. Et à partir de là, c'est différents modèles qui prédisent des évolutions différentes. Et donc, vous voyez que le truc, c'est qu'en fonction de quels critères on prend, notamment un des trucs qui va beaucoup jouer, c'est le nombre d'enfants par femme. Est-ce qu'il va, à combien il va se fixer? Bah, vous avez une estimation qui peut aller de 16 milliards jusqu'à 8 milliards en 2100. Donc, c'est très vaste. Ce qui est parfois retenu, c'est ce que vous avez ici, la courbe rouge, qui est en fait la médiane, qui arrive entre 10 et 11 milliards. Bon, donc on estime qu'en 2100, on sera entre les deux, donc peut-être autour de 10 à 11 milliards. Bon, c'est un peu plus un point de détail. Ce qui est important à retenir, c'est que la population continue d'augmenter, mais que l'augmentation se ralentit. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui explique quand même cette augmentation. Alors là, ça a commencé, mais dans la période récente, en plus, ça explose. Donc pourquoi? Et ça, c'est dû au processus de transition démographique. Et dans un premier temps, on va essayer de comprendre de manière un peu théorique ce que c'est que cette transition démographique. Alors pour bien comprendre ce que c'est, il nous faut quelques notions de démographie justement. La première, ça va être le taux de natalité. Le taux de natalité, c'est le nombre de naissances pour 1000 personnes. C'est-à-dire, prenons un exemple, imaginons la ville de Laon, disons pour simplifier qu'il y a 1000 habitants, si le taux de natalité est de 10 pour 1000, eh bien ça veut dire que, c'est sur une année, ça veut dire qu'à la fin de l'année, il y aura 10 personnes qui seront nées, puisqu'il y a 1000 habitants. Donc si le taux de natalité est de 10 pour 1000, bah à la fin de l'année, il y a 10 personnes qui sont nées. Même chose pour la mortalité, c'est le nombre de décès pour 1000 personnes. Donc si on reprend cet exemple Laon avec 1000 habitants, imaginons que le taux de mortalité soit de 5 pour 1000, et bien là, à la fin de l'année, il y a 5 personnes qui seront mortes sur la population totale. Et donc l'idée de la démographie, c'est de comparer ces deux taux. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'accroissement naturel. C'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Et donc si je reste sur mon exemple de Laon, si je reprends les chiffres que je vous ai donnés, si on a 1000 habitants, un taux de natalité de 10 pour 1000 et un taux de mortalité de 5 pour 1000, l'accroissement naturel de la ville de Laon, il est de 5. Puisque vous avez 10 personnes qui sont nées, 5 personnes qui sont mortes, donc 10 moins 5 ça fait 5, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, la population de Laon sera passée de 1000 à 1005 habitants. C'est ça l'accroissement naturel.
Ça, c'est pour la partie théorique. Sur une vraie courbe, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vous ai mis la courbe de la Suède. Prenons 1750. En 1750, alors tout ce que je suis en train de faire, hein, je prends vraiment le temps de détailler, puisqu'après vous allez devoir réappliquer ça dans l'exercice que je vous donne à faire, hein. Donc soyez bien attentifs à ces explications-là, et si vous avez des difficultés à faire l'exercice, revenez voir la partie de la vidéo qui explique ça, hein. Donc si je prends 1750 pour la Suède, le taux de natalité, bon, on va faire à peu près, hein, mais en gros est à 35, on va dire, 35 pour 1000. Le taux de mortalité est à 30 pour 1000 en 1750. Ce qui veut dire que l'accroissement naturel est de 5, là aussi, puisque la différence entre les deux est de 5. Donc si on a 1000 habitants, la différence va être, l'accroissement naturel va être de 5. Alors après, il faut évidemment rapporter ça à la population totale suédoise, hein, mais pour simplifier, si on prend 1000 habitants, ça va donner ce résultat-là. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce qui se passe, par exemple, on va dire 1850 là. Là, on remarque qu'on a un taux de natalité qui est, on va dire, bon, environ à 32, et un taux de mortalité qui est à 20, à peu près. Donc là, l'accroissement naturel, il est plus de 5, il est de 12. La population suédoise augmente plus à ce moment-là. Et ça, en fait, c'est pour ça que le graphique, c'est pas mal pour s'en rendre compte. En fait, l'espace qu'il y a entre les deux est plus grand, on le voit, que ici. Et l'espace qu'il y a entre les deux, c'est ça, c'est la population qui augmente. L'augmentation de la population est représentée par cet écart, en fait. Et donc, dernier exercice de lecture, si on revient à la fin là, du graphique vers 1930, bon, on voit en gros que le taux de natalité était à, mettons, je sais pas, 17 pour 1000, et le taux de mortalité doit être à quelque chose comme 12, à peu près. Et donc si vous avez suivi, ça veut dire qu'on revient à un accroissement naturel qui est quasiment le même qu'au tout début, mais attention, l'accroissement naturel est le même, mais les deux courbes, le taux de natalité et le taux de mortalité, sont par contre plus basses, mais l'écart reste, est revenu à quelque chose de similaire à là. Et en fait, c'est ça, le processus de transition démographique. C'est qu'on a à peu près le même accroissement naturel, mais au milieu, on a eu une phase où l'accroissement naturel était beaucoup plus fort, parce que le taux de natalité était plus élevé que le taux de mortalité. Et c'est ça, la transition démographique. C'est cette augmentation de la population due à l'écart entre la natalité et la mortalité, le taux de mortalité. Alors, on va noter, enfin on va faire un schéma qui résume ça et on va noter une définition vraiment au propre, mais ce que vous pouvez noter là quand même qui est important, c'est que tous les pays ont connu ou sont en train de connaître une transition démographique. Enfin, la transition démographique. Et sur un modèle qui est assez proche. C'est pour ça qu'on représente ça sous la forme d'un schéma. Alors évidemment c'est un schéma qui est simplifié par rapport à la réalité, mais qui permet de comprendre les différentes étapes. Donc ce qu'on vient de faire pour la Suède, on va le représenter de manière schématique maintenant, donc vous pouvez tracer ça, donc en fait vous avez sur cet axe-là le taux de natalité et de mortalité, et puis là c'est le temps qui passe. C'est pour ça que j'avais fait cette diapo d'ailleurs. Donc là c'est taux de natalité, taux de mortalité, et là c'est le temps. Vous avez une première étape qui est la phase de pré-transition. Donc là vous avez la courbe de la natalité en vert et la courbe de la mortalité en orange. Les deux sont élevés. Donc vous pouvez représenter le schéma éventuellement, et si vous voulez mettre des explications en dessous, c'est possible. Les deux sont élevés, et l'accroissement naturel, qui est l'espace entre les deux, est plutôt faible. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la phase de transition. Là, c'est ça la transition démographique, elle se joue à ce moment-là, on passe de là à là. Vous avez en fait la phase de transition qui se fait en deux temps. D'abord, une baisse. Donc, ce qui est important sur votre schéma, c'est qu'on voit bien qu'il y ait deux étapes, hein. D'abord, la mortalité baisse. Et ensuite, mais un peu plus loin, hein, vous voyez ici, ça commence bon, par là, quoi. C'est la natalité qui va baisser. Et donc, dans tout le temps qui est ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, vous avez une augmentation forte de la population parce que l'accroissement naturel, il est élevé.
Et à la fin, on revient à une situation, comme on a vu pour la Suède, où l'écart entre les deux est faible, mais par contre, cette fois, les deux sont bas. La natalité est basse et la mortalité aussi. Et à nouveau, l'accroissement naturel est faible. Et ça, c'est la phase de post-transition. Et donc je vous conseille de soit hachurer, soit colorier ici au milieu ce qui est ici hachuré. Vous pouvez mettre peut-être plutôt, ou en plus de excédent des décès sur des naissances sur les décès, mettre que c'est l'accroissement naturel qui est représenté ici. Donc là, je vous ai fait un schéma. Alors, s'il y en a qui sont plus à l'aise ou qui préfèrent avoir quelque chose de rédigé, je vous propose, si vous le voulez, de mettre une définition. Enfin, c'est pas vraiment une définition au sens où c'est pas à apprendre par cœur ce qui est là. C'est une explication du schéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable d'expliquer ça avec vos propres mots. Donc, ça résume tout ce que je viens de dire, hein, puisque transition démographique, c'est quoi? C'est le passage d'une situation où les taux de natalité et de mortalité sont très élevés à une situation inverse, où les taux de natalité et de mortalité sont très faibles. Dans les deux cas, comme je l'ai dit, l'accroissement naturel de la population est faible, mais comme la chute du taux de mortalité précède celle du taux de natalité, on a une croissance naturelle importante qui se produit, de la population, hein, qui se produit au cours de cette transition. Voilà pour l'explication de la transition démographique. Vous prenez ça en note, vous m'envoyez votre cours en photo, et la deuxième chose que vous avez à faire, c'est d'appliquer ce qu'on vient de voir à l'exercice que je vous transmets, que je vous ai transmis sur PointNote, où vous allez devoir, avec d'autres courbes, enfin, faire cet exercice qu'on a fait avec la Suède. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et je vous souhaite à tous une bonne semaine.